Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec une sportive, ancienne sportive de haut niveau, dans une discipline pour laquelle je n'ai encore reçu aucun représentant. Donc ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec Delphine Réau. Bonjour Delphine. Bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien et toi? Oh bah moi toujours bien. Écoute, Si on parle de sport, ça va toujours bien. c'est l'idéal, c'est l'objectif parce que justement on va parler de sport aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler un petit peu de la vie de sportive de haut niveau, on va parler peut-être aussi des dessous, de l'arrière, des vestiaires justement, de comment est-ce que d'être sportive de haut niveau, comment est-ce qu'on pourrait repenser certaines choses, comment est-ce qu'on pourrait aider aussi les sportives et les sportifs en activité actuellement ou les petits jeunes qui nous écouteraient et qui se poseraient la question de le devenir. Mais juste avant ça, Delphine, ce que je te propose, c'est une question toute simple. Oui. Dis-nous tout, qui est Delphine Réau? Ah, Delphine Réau. Alors, Delphine Réau, aujourd'hui, elle travaille dans une grande entreprise française et ça fait maintenant 18 ans. Parce qu'en fait, pendant ma carrière sportive, j'étais déjà en train de m'insérer dans la vie professionnelle. C'était un choix de ma part. Parce que pratiquant un sport peu connu, peu médiatisé, donc le tir sportif. Et le tir sportif, il y a beaucoup de disciplines, plusieurs armes, trois surtout au niveau des Jeux Olympiques, à savoir la carabine, le pistolet et le fusil. Et moi, j'ai choisi le fusil parce qu'étant petite, étant jeune, à l'âge de 9 ans, en fait, je suivais mon père, qui lui était plutôt chasseur. Moi, j'étais pas hyper fan, mais par contre, quand il m'a amené un jour sur un stand de tir pour faire du ball trap, parce que c'est son nom au départ, j'ai trouvé ça génial de pouvoir casser des assiettes sans se faire gronder. Et le jeu, parce que c'est ça, en fait, au départ, le sport, c'est surtout le jeu. Le jeu et puis une histoire de complicité avec mon père. Et du coup, je me suis prise à ce jeu-là, en tout cas. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, on va dire, mon attrait pour la compétition. Parce que c'est vrai qu'on peut pratiquer des sports et faire que du loisir, ce que je fais en course à pied d'ailleurs. Et puis d'autres sports où voilà, on a vraiment envie de se mesurer aux autres, on a envie de voir ce qu'on a un peu dans le ventre et ce qu'on est capable de faire, on a envie de se dépasser, parce que c'est souvent ça, c'est cette recherche-là, la recherche du challenge. Et donc, en parallèle de la petite Delphine qui pratiquait du tir sportif, et là, mon père m'a dit très, très tôt, il m'a dit, bon, bah, maintenant que tu t'es engagé dans cette voie-là, tu vas jusqu'au bout. Donc, quand les Jeux ont pointé le bout de leur nez, parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé, c'était un sport mixte. Donc ça, c'était chouette, hein, on pouvait y avoir des hommes et des femmes, mais comme c'était plutôt un sport masculin, il y avait surtout des hommes. Et peu de femmes, en fait, qui pouvaient participer aux Jeux. Pour différentes raisons d'ailleurs. Et quand en 97, lors d'un championnat du monde, en 1997, pardon, lorsque j'apprends la création d'une catégorie aux Jeux Olympiques de Sydney, une catégorie dames, alors même si on tirait moins de plateaux que les hommes, donc
ouais, je me suis dit, bah voilà quoi, en Australie, le rêve absolu, parce que c'est vraiment un pays qui me fascine. Donc là, j'ai déployé tout ce que donc en parallèle du coup de mes études, hein, donc j'ai toujours travaillé à côté de ma vie sportive, en essayant de me débrouiller, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, donc je me débrouillais toujours avec mes écoles, c'est-à-dire que le deal, c'était tu bosses bien à l'école et on te dégage du temps pour pouvoir aller t'entraîner, faire tes compètes et tout. Ok, donc très tôt, en fait, j'ai appris ça. Et ça m'a vraiment servi pour mon après-carrière, parce que j'étais déjà dans ce moule-là. Et du coup, je suis partie sur cette histoire des Jeux Olympiques. Et quand j'ai gagné mon premier quota olympique en 99, en finissant troisième d'un championnat du monde en Finlande, alors là, je me suis dit, bon, bah, le challenge, c'est d'obtenir mon diplôme. Parce que je travaillais, j'étais dans des études d'expertise comptable, de comptabilité, de gestion. Et j'avais un diplôme à passer dont j'avais les résultats en janvier ou février 2000, l'année des Jeux. Sachant que la Coupe du Monde pré-olympique était en mars 2000 et les Jeux en septembre. Donc là, je me dis, bon, bah, je passais mon examen en novembre 99. Donc là, j'ai dit, bon, allez, je mets tout là et il faut absolument que j'ai ce diplôme. Parce que, en fait, je m'étais dit, si je n'ai pas le diplôme, je prépare les jeux comme je peux, mais de toute façon, je me relance dans mes études. Si je l'ai, je me laisse une année, je fais juste voilà, les jeux et après, je travaille en janvier 2001. Et ben voilà, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, j'ai eu mon diplôme juste un ric-rac, hein, c'était tendu, mais bon, c'est pas grave, je l'ai obtenu. J'ai gagné la Coupe du Monde pré-olympique de Sydney en 2000. Et du coup, j'ai eu la chance de gagner cette médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sydney. Donc, premier jeu, première médaille. Bon, voilà, je me dis, bon, bah, c'est cool. Mais en fait, là commençaient les difficultés. À savoir plusieurs difficultés d'ordre sportif, c'est-à-dire que je n'acceptais plus l'échec. Voilà, à partir du moment où j'avais fait que des podiums, je me disais, bah, en fait, j'accepte pas de perdre. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça dans le sport. On peut souvent gagner, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas toujours gagner. Donc, à un moment donné, il faut accepter. Surtout que souvent, dans l'échec, c'est là où on apprend le plus. C'est vraiment ça. Si je dois retenir quelque chose de ma carrière, c'est vraiment ça. C'est là où je me suis pris vraiment des murs, où je me suis vraiment. Du coup, j'ai été obligée de me reconstruire à chaque fois. Et cette reconstruction, en fait, n'est venue qu'améliorer mes performances. Donc voilà, donc en 2001, je me suis mise à travailler dans un cabinet d'audit. Donc là, super, comme j'avais une petite vision médiatique. Du coup, bah, tout le monde était prêt à m'embaucher, hein, avec du coup ce qu'on appelle une convention d'insertion professionnelle. Donc un contrat de travail, donc un CDI classique, et par-dessus ça, une convention d'insertion professionnelle qui obligeait mon employeur à me dégager du temps pour la pratique sportive. Donc j'étais déjà dans le double projet. Et on est parti là-dessus, sauf que je suis quand même dans un monde financier et le cabinet en question s'est fait racheter, on va dire, en courant 2003. Au moment où je gagne le quota pour les Jeux olympiques d'Athènes, en fait, la boîte se fait racheter et je fais partie du wagon des gens qui sortent, puisque de toute façon, je faisais pas partie des cas un peu particuliers avec un aménagement. Bon, c'était compliqué. Et donc là a commencé l'enfer. C'est-à-dire la chute libre, je perds ma qualif pour les Jeux d'Athènes, je perds mon boulot, je me retrouve au chômage, et là, je galère pour retrouver un emploi parce que tant que j'abordais pas le volet sportif de haut niveau avec des contraintes d'agenda, tout allait bien. Alors dès que je commence à parler de ça, ils me disent, ouf, ça va être compliqué. Alors à chaque fois, je leur disais, je dis pas que ça va être simple. Je dis juste que si on sait s'organiser avec un planning, ça passe. Voilà. Donc, j'ai vraiment ramé. Et puis, en courant 2005, en fait, je suis contactée par le ministère des Sports et notamment Eric Srecky, qui avait eu aussi une médaille d'argent au même moment que moi à Sydney. On se retrouve là, lui, il travaillait en suivi socio-pro au ministère et il est contacté par Bouygues Construction, hein, et dont le DRH, en fait, était un féru d'athlètes de haut niveau. Il était convaincu que c'était un bel apport pour l'entreprise à tout point de vue, que c'était un pari gagnant-gagnant, et il laissait la chance aux athlètes de pouvoir à la fois, on va dire, pratiquer à haut niveau leur sport et commencer à s'insérer dans la vie pro. Par contre, le deal, c'était tu bosses quand même. À minimum, tu bosses dans la boîte. OK, pas de souci. Donc, c'est pas un contrat d'image, c'est pas on te paye et tu viens jamais au bureau. C'est tu travailles, tu produis et tu apprends. OK, moi, pas de souci, ça me va. Donc, en juin 2005, j'intègre
Bouygues Bâtiment Île-de-France, en contrôle financier. Et puis, on aménage mon temps de travail. Donc, je gagne les Jeux méditerranéens d'Almeria en juillet 2005, donc juste après. Et là, je me relance. Je relance ma carrière sportive parce que j'avais plus de déséquilibre. J'avais de nouveau un travail. J'étais de nouveau sur mes deux jambes. J'étais dans mon double projet. La sérénité était revenue, sécurisation de l'emploi. Tu galères pas. Alors, c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure comment on finance, au départ, mon père a beaucoup financé. Après, Attends, mon club, le ce Racing que je Club te de France. propose, ce que je te Oui, propose, c'est qu'on fasse une dis-moi. petite pause et on revient justement un petit peu là-dessus parce que sinon je vais te laisser parler pendant une demi-heure D'accord, et puis après ça je risque marche. d'avoir plein de questions qui vont s'enchaîner, Vas-y, vas-y. mais on va tirer le fil au fur et à mesure. Mais déjà, Ouais. j'avais une toute première question qui a pas grand-chose à voir, mais qui est plutôt d'ordre technique. Tu nous dis qu'aux Jeux Oui, Olympiques, dans le tir, il y a la oui. carabine et le fusil. C'est quoi la différence entre la carabine et le fusil pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, en fait, le fusil, ça va être facile. Vous voyez les chasseurs, vous voyez à peu près comment c'est fait. Il y a une double sortie, du coup, il y a deux canons superposés. Alors qu'à la carabine, bon, déjà, ce ne sont pas du tout les mêmes munitions, hein, pas du tout les mêmes munitions que nous. Nous, ce sont des cartouches comme des cartouches de chasse, mais avec un plomb plus petit, un grammage plus fin. Et pour la carabine, c'est un plomb à chaque fois, quoi. Bon, après, il y a plusieurs calibres, hein, voilà, moi, c'est un calibre 12. Donc, en fait, on est. Et puis, nous, alors, au fusil, on est sur des cibles mobiles. Or, à la carabine, ils sont sur des cibles fixes. Donc, c'est pas du tout le même tir. Nous, on est en mouvement permanent. Alors que donc à la carabine, on est plutôt en fixe. Alors, même s'ils ont plusieurs types de positions, debout, genou et couché. Et encore, ça dépend quelle discipline on pratique, parce qu'il y en a aussi à l'intérieur de la carabine, à l'intérieur du pistolet et à l'intérieur du fusil, il y a plusieurs disciplines. Et notamment au fusil, il y en a deux. Donc la fosse olympique, c'est ce que je pratiquais, et le ski olympique, qui sont encore très différentes. Enfin là, je ne vais pas refaire la technique, hein, parce que le mieux, c'est franchement d'aller voir des vidéos sur YouTube. C'est beaucoup plus parlant, hein, ski olympique, fosse olympique, il suffit de taper vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Mais par contre, vraiment, la différence entre la carabine et le fusil, c'est essentiellement ça. Donc, pas les mêmes poids, pas les mêmes crosses. C'est vraiment très, très différent. Ces deux armes sont très différentes. Ouais, puis tu l'as dit, tu faisais allusion à la balle trappe. En gros, le fusil, c'est poule, et puis une assiette est Voilà, envoyée et on tire dessus. c'est ça. Et la carabine, j'ai déjà reçu à ce micro Maya Kloutens, qui est biathlète franco-belge, mais qui court Oui, pour la Belgique. Et voilà, elle, c'est la carabine, et toi, c'était du fusil. Ok. c'est ça. Et autant il y a un appel, effectivement, un appel du plateau quand on est au fusil, alors qu'à la carabine, on n'appelle pas. On a en fait effectivement un temps pour tirer les plombs, mais il n'y a pas d'appel de l'athlète, puisqu'il est sur une cible fixe et lui, l'essentiel, c'est d'être au maximum au centre. Alors que nous, on a une gerbe de plomb. Donc nous, la cible, elle est mobile, donc effectivement, elle bouge. Et on a une gerbe de plomb, en fait, on a plusieurs plombs dont le but est de toucher cette fameuse assiette qui vole. Même si c'est un tout petit bout, ça compte quand même. Bon, écoute, ça a l'air bien technique et bien sympa. Par contre, j'imagine qu'il ne faut pas être sur le pas de tir au moment où vous tirez, parce que du coup, ça arrose un peu de tous les côtés. Alors, pas tout à fait, parce que, bon, bien sûr, alors, en termes de sécurité, c'est vraiment des disciplines où là, pour le coup, on est intransigeant, parce que justement, on manipule des armes, c'est dangereux. Mais à partir du moment où on connaît les règles, il n'y a pas de sujet. Donc déjà, les spectateurs sont toujours derrière. Nous, on tire devant. Donc, à moins qu'on se retourne pour viser un spectateur, normalement, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de débat, tout le monde est derrière. Il faut bien sûr des protections auditives, des casques, parce que ça fait un peu de bruit. Hein. Je pense que ça tout le monde peut l'entendre, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc normalement, nous, on a de toute façon des consignes de sécurité qui font que même entre chaque poste de tir, on décharge. Même si le fusil, il est toujours ouvert entre chaque. Maintenant, on décharge à chaque fois entre chaque poste de tir. Donc franchement, le risque est très, très faible d'avoir un accident. Ça peut toujours arriver, mais en respectant les consignes, si par exemple le fusil ne part pas, ça peut arriver, on l'ouvre, on sort la cartouche, ou alors quand ça fait clic, par exemple, là, on dit à l'arbitre, on lève la main, ça ne marche pas, l'arbitre vient,
il essaye. Si ça ne fonctionne pas, il ouvre et voilà. Mais toujours devant soi et en hauteur. Donc, normalement, c'est vraiment bien cadré. Bon, écoute, les règles sont là aussi pour ça. Hein. Elles sont pas aussi là. Les règles sont là pour ça, pour assurer l'équité entre les différents participants et puis aussi la sécurité. Ça fait du sens. Tu me disais que finalement, toi, tu as été un petit peu piqué par la chose, par le virus, à 9 ans, quand tu as commencé à aller avec papa à la chasse. Oui, c'est ça. C'était quoi le déclic un peu au-delà de ça? Parce que des enfants qui vont à la chasse avec leur père, d'ailleurs, et c'est malheureux, mais c'est très souvent les garçons qui vont avec papa et pas souvent les filles qui vont avec papa, ou même les filles qui vont avec maman, ou même les enfants, filles et garçons qui vont avec papa et maman. Mais tout le monde ne devient pas tireur olympique. Donc, qu'est-ce qui a fait que chez toi, il y a eu cet attrait, cet intérêt, ce goût du jeu que tu as fini par trouver au-delà des cibles mouvantes que sont les animaux quand on leur tire dessus? Parce que la chasse, c'est pas que ça non plus. Hein. C'est aussi de la garde, c'est Non. aussi rabattre les animaux, c'est aussi passer du temps à observer. Mais toi, c'est vraiment le tir avec le fusil qui t'a attiré. Alors, en fait, c'est vrai qu'au départ, donc moi, quand j'ai suivi mon père à la chasse, ce que j'aimais, moi, c'est la nature. C'est aussi pour ça que je cours beaucoup à l'extérieur. J'aime pas être enfermée dans une salle. Donc, c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être dehors. Et l'avantage de la pratique de ce sport-là, c'est que tu es forcément dehors. Tu n'es pas à l'intérieur. Donc, tu es à l'extérieur et malgré tout, c'est du tir, mais ça bouge quand même un minimum. Parce que j'avais tenté aussi un petit peu faire la carabine hein, sur les petits balles-trappes de campagne. Il y avait en général carabine et fusil. Mais c'était trop statique pour moi, en tout cas. Donc, j'avais besoin de ça, de bouger. Et c'est vrai, autant au début, c'était vraiment le jeu, le fait, ouais, c'était génial de casser des assiettes. Et franchement, à chaque fois que je fais faire des initiations à n'importe qui, tout le monde s'y prend, quoi. C'est tellement ludique au départ, franchement. Et puis après, en fait, après, on a envie d'en casser le plus possible. C'est ça le cheminement. Et puis après, on veut en rater le moins possible, hein, plus on continue à progresser. Et puis après, moi, après, franchement, ma passion, c'est les Jeux Olympiques. Je suis une passionnée des Jeux parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir partager sa passion pour son sport avec la passion des autres pour leur sport et surtout au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est un vrai partage de tous les sports au niveau du monde entier. Et ça, pour moi, ça n'existe pas ailleurs qu'aux Jeux Olympiques. Je n'ai pas en tête, en tout cas, l'équivalent des Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr, parce que ce qui est génial, c'est ça aussi. C'est que au début, on parlait de Jeux Olympiques, maintenant, on parle de Jeux Paralympiques. Alors, au début, les Jeux Olympiques, il n'y avait pas de femmes. Et puis, progressivement, les femmes sont arrivées. Et puis là, maintenant, on met aussi des gens en situation de handicap. Et je trouve ça tellement génial de pouvoir aussi faire partager notre passion aux autres et de faire découvrir de nouveaux sports à des gens qui ne voient que certains sports à la télé. Parce que on ne parle que de ces sports-là parce qu'ils sont plus médiatisés, parce qu'ils ont été choisis. Alors, certainement aussi par le grand public au départ, mais après par les médias. Et on n'a pas cherché à faire découvrir, par peur de ne pas faire d'audience, d'autres sports. Alors que là, les Jeux, c'est retransmis dans le monde entier et il y a des personnes qui découvrent à chaque Olympiade des nouveaux sports, parce que bon, il y a à la fois les sports, on va dire, comme les nôtres, hein, le tir sportif est au jeu depuis le début, depuis 1896, donc depuis les premiers Jeux modernes. Il y a toujours eu du tir, alors bien sûr, pas ces trois armes-là, mais il y a toujours eu du tir. Et puis, là, par exemple, le breakdance rentre, par exemple. Et du coup, on découvre aussi de nouveaux sports en fonction des époques, puisqu'il y en a qui sortent, d'autres qui rentrent. Et ça, c'est assez génial parce que je trouve que les Jeux olympiques et paralympiques s'adaptent aussi à l'ère du temps et évoluent en même temps que le reste de la société. Et c'est ça que je trouve aussi vraiment génial et passionnant. Des valeurs d'équité, d'inclusion et autres. Exactement. Je parlais de partage, mais pour moi, ça regroupe tout ça, en fait. Quand on est dans le partage, on accepte tout le monde, quoi. Il n'y a pas... Et effectivement, on a toutes et tous les mêmes règles. C'est pour ça que je déteste le dopage, parce que tricher, pour moi, c'est aux antipodes des valeurs de l'olympisme, quoi. Moi, je peux pas, je n'ai jamais accepté d'aller gagner une médaille en ayant triché. On se ment, quoi. On ment aux autres, mais on se ment à soi-même.
Donc, voilà. Alors là, tu prêches un convaincu, hein. Moi aussi, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. À la limite, la seule chose que je pourrais, je dis pas comprendre, mais que je pourrais entendre, c'est que tout le monde joue avec les mêmes règles. Donc, c'est-à-dire, si on autorise des produits, ils sont autorisés pour tout le monde. Mais là aussi, on aurait une question d'équité qui ne serait pas respectée. Celui qui aurait le plus de moyens se paierait de l'EPO ou des nouveaux traitements, et celui qu'on aurait moins, eh ben, il ferait avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose d'autre que ses capacités personnelles. Et c'est ça l'essence même du sport, la beauté du sport, c'est de ne pas aller chercher des artefacts à côté. Il y a ça, et puis en plus, quelque part, le sport, c'est normalement fait pour préserver la santé des personnes. Or, quand tu commences à te doper, excuse-moi, mais là, c'est pas bon, quoi. Enfin, en général, le dopage n'est pas bon pour ton corps. Donc, du coup, c'est pas logique. Enfin, pour augmenter ses performances, on met son corps en danger et sa vie. Ça, je peux pas l'entendre non plus, quoi. Donc, pour moi, ça doit être éradiqué, absolument éradiqué. Peu importe les enjeux financiers, d'ailleurs. On se rejoint sur beaucoup de points. Je voulais revenir sur ta carrière. Donc, tu nous dis que tu as finalement découvert le fusil, le tir à 9 ans quand tu es parti faire un peu accompagner ton père à la chasse. Alors, j'imagine que tu tirais pas encore parce que. Ah non, non. Alors, à 9 ans, j'ai tiré sur des ballots de paille quand même, des petits balles-trappes de campagne avec un tout petit calibre, un coup. Mon père était là, enfin, très encadré. Et si, à 9 ans, j'ai commencé à juste sentir un petit peu, voilà, être attiré par ça parce que je trouvais ça vraiment super, quoi. Mais on y a été très progressivement parce qu'il faut quand même respecter toujours pareil le corps. Le corps, parce que bon, à chaque fois qu'on tire au fusil, il y a du recul. Donc forcément, il faut quand même attendre que la croissance soit quand même bien là. Alors on peut faire un peu plus jeune, mais c'est plutôt, on va dire, plutôt autour de 12 ans que c'est plus conseillé. Et à partir de 12 ans, on commence à avoir un corps qui se développe un peu plus, mais il faut y aller toujours pareil, avec progressivité pour éviter de s'abîmer voilà, parce que c'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai protégé mon audition. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème d'audition, alors que souvent les chasseurs, en fait, les anciens, on va dire, n'avaient pas forcément de casque à la chasse. Et du coup, il y a forcément une oreille qui en a pris plus que l'autre. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Donc il faut vraiment être très vigilant quand on pratique, en tout cas ma discipline. Il faut vraiment y aller de manière progressive pour ne pas abîmer le corps, le respecter son développement. Et une fois qu'on a fait ça, ça roule. Mais c'est pas que dans ton sport, hein, je pense. Alors, effectivement, dans ton sport, il y a en plus des protections à apporter, mais la progressivité reste une règle très importante dans le sport. Donc tu commences, voilà, à 9 ans, tu découvres un peu le fusil, tu commences à tirer un peu. Quand est-ce que tu commences à rentrer dans une dynamique qui t'emmène vers le haut niveau? C'est-à-dire quand est-ce que tu rentres dans un club? Quand est-ce que tu commences à participer à des compétitions régionales, nationales, internationales, avant même d'imaginer les jeux? À moins que c'était peut-être justement quelque chose que tu t'es dit à 10 ans, ah c'est génial, et puis il y a ça au jeu, et puis je veux y aller. Mais... Alors, honnêtement, au départ, non, à cet âge-là, pas du tout, hein. Donc, moi, j'ai dû prendre ma première licence, ça devait être dans les années 88, 89, je crois, de mémoire. Parce qu'il y avait, pareil, tu as des disciplines olympiques et puis tu as des disciplines mondiales. Donc, j'ai commencé par des disciplines mondiales. Et après, quand en fait, il a fallu choisir, parce qu'à un moment donné, entre les études et ça, je ne pouvais pas faire tout, j'ai choisi les disciplines olympiques parce qu'il y avait les Jeux. Donc, ça s'est vraiment fait en plusieurs étapes. Mais clairement, moi, je me suis vraiment engagée en 94. Je participe à un championnat d'Europe dans une des disciplines mondiales et j'avais des examens à passer. Et, et là, à ce moment-là, je me dis, ouais, mais non, quoi. Enfin, tu peux pas tout faire. Donc, je rentre aussi en équipe de France de fosse olympique de ma discipline en 94 et je ne quitte plus l'équipe de France, on va dire au moins jusqu'en 2012 pour les Jeux. Après, j'ai fait une petite pause pour avoir mon fils en 2013. En 2014, alors que j'avais décidé d'arrêter, ça commence à... Voilà, parce qu'on n'arrête pas le haut niveau comme ça, hein. C'est quand même un petit peu une bonne drogue cette fois-ci. Et du coup, allez, on va dire fin 2014-2015, je repars en équipe de France et j'arrête vraiment en juillet 2017 parce que voilà, parce qu'à un moment donné aussi, il faut être capable
de s'arrêter. Mais voilà, en gros, moi, et donc en 94, quand j'intègre l'équipe de France de fosse olympique, je fais mon premier championnat d'Europe et je termine 4e en dames. Et du coup, je me dis, donc ça me donne envie, forcément, parce que dès qu'on commence à grappiller un peu les échelons, on vise toujours plus haut, plus fort, plus loin. Ça, c'est la devise du sportif de base, de haut niveau en tout cas. Et voilà. Et après, en fait, quand en 97, j'apprends qu'on a nos propres Jeux Olympiques, je me dis, il faut que j'y aille, quoi. Il n'y avait plus que ça. En fait, après, la ligne, ça a toujours été les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, tous les 4 ans, je me reposais la question, qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. En fait, c'était ça le truc. Et à chaque fois, c'était j'y retourne, quoi. Il a fallu que je me fasse violence à un moment donné pour arrêter. Et là, demain, c'est ce que je dis toujours, hein, demain, on me donne toutes les conditions, on me donne de quoi me réentraîner. Et j'y retourne, hein, mais bon. Parce que c'est. La flamme est toujours là. Voilà, mais c'est vraiment pour moi, hein, j'insiste, hein, mais c'est vraiment les Jeux Olympiques et je les ai toujours vécus de A à Z. Ouverture, clôture, hein, j'ai toujours tout fait parce que je trouvais que c'était un moment mais énorme. Le temps s'arrêtait pendant 15 jours et on vivait au rythme des compétitions, les siennes bien sûr, et puis celles des autres. C'est-à-dire qu'après, le but du jeu, c'était d'aller voir un max de compètes des autres pour pouvoir être derrière eux avec le drapeau. Et voilà, parce que c'est ça aussi, on aime notre pays, on a envie de défendre ses couleurs. Et ça, c'est plus important que tout, quoi. Waouh, ça fait rêver. Mais du coup, tu dis que si on te donne les conditions, tu y retournes. T'es un peu la Jeannie Longo du tir de. Ouais, je suis presque un peu comme ça quand même, hein. Mais même si je sais que c'est pas raisonnable, mais je me dis, j'en referais bien un encore une fois, quoi. Et qu'est-ce qui est pas raisonnable? Qu'est-ce qui est pas raisonnable, c'est qu'à un moment donné, en fait, je pense qu'il faut savoir aussi tourner la page. Et c'est pour ça que quand j'ai arrêté en juillet 2017 et même un petit peu avant, je me suis beaucoup investie pour le sport au niveau du comité olympique. Voilà, donc je suis dans plusieurs commissions, dont la commission des athlètes de haut niveau. Et à côté de ça, je suis restée dans mon club et je fais partie du Racing Club de France depuis maintenant 93. Et là, j'ai repris la présidence de ma section parce que mon président est décédé il y a quelques années maintenant. Et du coup, je me suis engagée, pareil, même à travers de quelques mandats municipaux pour promouvoir le sport. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de partager sur le sport parce que le sport m'a aidé à me construire. Donc, par rapport à ça, c'est très raisonnable. Mais à un moment donné, je parle en termes de compétition de haut niveau, il faut être capable aussi de lâcher un peu parce que c'est usant quand même la compétition. C'est-à-dire que moi, en 2012, quand j'ai cette seconde médaille de bronze là à Londres, je suis au bout de ma vie, quoi. Je suis fatiguée parce que ça épuise. C'est une charge mentale, physique un peu moins dans notre sport, mais la charge mentale, elle est énorme. Et du coup, elle joue forcément sur le physique. Et puis à un moment donné, en fait, comme la remise en question est permanente, parce que là, oui, tu as 2 médailles olympiques, ouais, c'est bien, tu as un beau palmarès. Mais quand tu reviens sur un pas de tir, on redémarre tout à zéro, quoi. On recommence tout. Tout ça, c'est derrière toi, quoi. Et c'est pour ça que là, je m'étais lancé ce défi du championnat de France cette année. Alors, je n'ai pas d'entraînement, hein, je m'entraîne plus. Je cours beaucoup, mais au tir, comme il n'y a plus l'enjeu des compètes de haut niveau à l'international, ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc là, je m'étais dit, allez, je vais me challenger sur le championnat de France. Je vais faire participer aux régionaux pour me qualifier. Puis après, je vais quand même essayer de m'entraîner pour les préparer. Et en fait, j'ai pas eu le temps. Parce que comme je suis engagée dans plein de trucs, pas eu le temps. Et puis, une semaine et demie avant le championnat de France, je me dis, je sais pas si je vais y aller quand même, parce que là, quand même, je vais vraiment être ridicule. Et puis, je me suis dit, non, je vais pas me dégonfler maintenant. Tant pis, j'y vais. Et je vais essayer de rassembler tout ce que j'ai de souvenirs de toute ma carrière en un truc hyper synthétique pour essayer d'aller faire un podium au championnat de France. Et j'ai eu la chance de le gagner, de justesse, mais de le gagner quand même. Mais par contre, j'ai retrouvé tout, quoi. C'est incroyable comme le corps mémorise tout.
ça revient à une vitesse quand on a pratiqué ça pendant plus de 20 ans. Moi, j'avoue que mon corps m'a surprise, quoi. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je me suis surprise toute seule, hein, en Wow. fait. Juste pour préciser, je me permets, parce que c'est dans le cadre du podcast, quand tu as arrêté en Ouais. 2017, tu avais 44 ans, c'est ça? Ouais. Bah oui, je suis née en 73, tu vois, là j'ai eu 50 ans cette année. Donc, ouais, j'ai pas de sujet non plus avec mon âge, parce que bon, l'âge c'est surtout dans la tête, hein. Moi, tant que physiquement je peux courir tous les jours et que je peux faire plein de trucs à côté et que je me sens bien dans mon corps, l'âge, bah ouais, on vit avec, c'est normal, on vieillit, c'est la vie. Donc, pas de souci avec ça. Mais oui, j'étais, bah oui, parce que déjà en 2012, 39 ans, donc forcément, ça ne s'est pas arrangé après avec. Mais voilà, mais l'avantage du sport que je pratique, c'est si on se maintient bien physiquement, on est vraiment en capacité d'être encore performant à 50 ans. C'est comme c'est vraiment mental et j'ai envie de dire, c'est un sport de maturité parce que le mental joue énormément. Le physique aide le mental, du coup, parce que quand physiquement on est bien, du coup, le mental, il tient bien. Alors que si physiquement on a un peu moins bien, enfin un peu moins attention et tout, moi j'ai toujours essayé d'avoir une hygiène de vie propre. Mais bon, c'est pas une condition impérative dans ce sport-là en tout cas. Écoute, en tout cas, je te félicite pour la longévité parce que même si c'est un sport de maturité, on va dire, c'est quand même beau de noter qu'à 44 ans, quand tu arrêtes, eh ben, tu es encore au plus haut. Rapidement, parce que le temps avance et même si j'aimerais qu'on continue à Oui, discuter pendant des heures encore, je suis sûr que tu as encore beaucoup de choses à échanger, à partager, à nous apprendre. Tu nous as dit que tu as très tôt fait le choix de t'impliquer aussi dans la vie professionnelle, que ça faisait partie de ton projet, d'avoir ce double projet professionnel et sportif au plus haut niveau. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le choix uniquement de te consacrer que au sport et en l'occurrence que à une deuxième, voire une troisième Olympiade, plutôt que d'avoir ce double projet? alors parce qu'en fait, j'ai toujours eu besoin, parce que le sport de haut niveau, le sport de manière générale, c'est un monde très particulier. On est hyper encadré quand on est en équipe de France. On gère tout, les voyages, les machins, trucs. Et moi, je trouve que pour garder la tête sur les épaules, j'avais besoin d'être au contact de personnes, de collaborateurs et de collaboratrices, avec une vie classique et normale, avec leurs propres problèmes, pour aussi me rendre compte de la chance que j'avais de pouvoir vivre ça à côté. Donc, en fait, j'avais besoin intellectuellement de m'aider des autres aussi pour progresser dans mon autre vie parce que je savais qu'un jour, il faudrait faire la bascule. Donc très tôt, je l'ai compris ça et je me suis dit plutôt que de subir ma reconversion, je vais la choisir. Je vais choisir mon domaine d'activité, même s'il peut évoluer plus tard, parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans le milieu financier, mais franchement, j'avoue que je suis très, très intéressée par le bien-être au travail, par le sport santé, par le sport médicament, entre guillemets. Euh, Moi, j'ai envie de trouver des solutions pour les gens avec qui je travaille, pour qu'ils se sentent bien, en fait, et dans leur boulot, et dans leur corps, et dans leur vie, quoi, tout simplement. Donc, j'avais besoin d'être au contact pour les comprendre, pour essayer d'avoir un bout d'eux-mêmes, enfin, avoir ce côté, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, normal, mais c'est pas le bon mot, hein. C'est une vie plus Garder les classique, pieds plus sur terre. rangée, à côté de cette vie. Ouais, c'est un peu ça. Je voulais pas avoir le melon, j'avais pas envie de me prendre pour je sais pas qui. J'avais besoin juste que de temps en temps, bam, reviens là. Là, tu vois la vraie vie, là, tu vois les gens, là, ils ont des vrais problèmes. Donc toi, c'est pas parce que tu as perdu ta compète, là, tu t'es vautré, bah ouais, c'est la vie, donc c'est bon, quoi. Remets-toi au boulot et puis progresse. Travaille. Alors moi, j'ai toujours beaucoup travaillé mes points forts parce que j'estimais. Alors moi, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, j'ai toujours beaucoup travaillé les points forts pour diminuer la part du point faible. Alors même si du coup, ça le faisait, j'améliorais mon point faible, mais c'est le fait de renforcer le point fort, ça renforce la confiance et du coup, ça me tirait vraiment vers le haut. Donc voilà. Et le fait d'être justement parmi des collaborateurs, des collaboratrices, avoir du management, apprendre
à me gérer et à me faire gérer aussi par les autres, mais autrement que dans le sport. Parce que c'est vraiment, alors quand je passais de compétition à retour au bureau, chaque fois c'était chaud. C'est pas, c'est vraiment très très différent. Mais j'avoue que ça a donné aussi un peu de piquant à ma vie. Et puis ça, tu l'as très bien dit, ça me permettait de revenir là sur Terre avec tout le monde et de repenser aussi, mais différemment, de faire un peu le débrief de mes compètes, mais dans un environnement différent du monde du sport, où tu fais un débrief à chaud avec l'entraîneur. Ben là, en fait, tu fais un débrief avec toi-même et, et puis tu regardes un peu ce qui se passe à côté, tu dis, ouais, on va peut-être relativiser un peu quand même. Parce que franchement, quand on perd une compète, le monde s'écroule, hein. Quand on n'a pas fait le résultat attendu, puis alors on est très très dur avec nous-mêmes, hein. Pas très sympa, quoi, hein. Donc du coup, c'est ça que ça m'a permis. C'est un bon tuyau, justement, pour les athlètes qui nous écoutent et qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent ouais, garder les pieds sur terre. J'appelle ça garder les pieds sur terre aussi parce que moi cet été, je me suis lancé dans un défi sportif et je me rends compte 6 mois après que j'ai du mal à revenir sur terre, à revenir avec les gens. Et en analysant, quand on me pose la question, j'écoute pendant un mois, t'es hors sol, t'es dans ton truc, t'es dans ton monde. T'as l'entraîneur qui est là, qui te donne à boire, à manger, qui t'emmène te coucher. Enfin, j'exagère, mais on n'est pas loin de ça, qui te borde. Et au final, quand tu dois revenir sur terre, la femme, les enfants, le boulot, les problèmes du quotidien, c'est différent. Justement, en problème du quotidien, il y a un sujet qui est l'essence même de ce podcast, c'est le financement des carrières. Est-ce que toi aussi, ce double projet, c'était un moyen de financer ta carrière ou au contraire, tu aurais pu faire sans un travail? Tu aurais pu rester à la charge de la fédération, de ton club, de partenaires, de sponsors, ou c'était une obligation pour toi? Alors, à mon époque, ça commençait justement à changer. Et même si pour moi, les femmes étaient quand même globalement moins aidées que les hommes, hein, il faut le dire, même si aujourd'hui ça change et c'est tant mieux, ça évolue vraiment dans le bon sens, un peu comme les athlètes aussi para qui sont beaucoup plus aidés et encore pas suffisamment, mais en tant que plus qu'avant, ça évolue. Mais j'aurais pu choisir une autre voie. J'aurais pu effectivement être à 100% prise en charge autrement, me faciliter la tâche, mais j'avais pas envie de ça en fait. J'avais pas envie d'être biberonnée en permanence et j'avais ce besoin d'avoir que ma vie m'appartienne et que je ne sois pas complètement, on va dire, sous l'entière, on va dire, comment dire sainement, c'est-à-dire que dépendre complètement de ma fédération, ça m'allait pas. Parce que le jour où tu te blesses, où tu es obligé d'arrêter, et ben après, il se passe quoi? En fait, tu te retrouves sur le bord parce qu'après, c'est fini, hein. Une fois que tu es sorti, tu es sorti. C'est-à-dire que là, tu n'es plus du tout biberonné, mais c'est-à-dire que c'est tellement violent, parce que moi, j'ai connu des athlètes, voilà, tu passes de star sportive à rien. Eh ben, c'est très, très difficile à gérer. Et ça, comme je l'avais vu autour de moi, je m'étais refusée à ça. J'ai dit, tant pis, je vais galérer, je sais. Peut-être que j'aurai un palmarès moins beau que les autres, mais je vais choisir. Je ne veux pas qu'on m'impose un choix. C'est moi qui choisis, ce n'est pas les autres qui choisissent pour moi. Ouais, et puis un palmarès peut-être un peu moins beau, mais pas avec la même saveur. Justement, là, tu sais apprécier la saveur. C'est comme quand tu mets un peu de verre, un peu d'épinards dans ton assiette, même si t'aimes pas ça, au final, surtout dans le monde sportif, tu te rends compte que les épinards, c'était pas mal de les manger. C'était pas mal, ouais, c'est vrai, c'est clair. Non, non, mais j'ai aucun regret là-dessus. C'est pour ça que aujourd'hui, je me suis vraiment axée sur l'insertion des sportifs de haut niveau dans les entreprises ou en tant que créateur. Mais en tout cas, quand ils sont en carrière, déjà titiller un petit peu le monde de l'entreprise, même si c'est un détachement qui est à 20%, mais c'est pas grave parce que tu commences à comprendre les codes et puis tu commences à savoir ce que tu veux faire, pas faire. Et moi, je trouve que ça permet vraiment de relativiser tout le reste et de préparer l'après parce que dans certains sports, ça arrive très vite, dans d'autres, moins vite, mais au moins, on n'a pas l'impression qu'on ne sait rien faire à part notre sport quand on arrête.
Et voilà, et c'est vraiment un conseil. Aujourd'hui, les dispositifs existent. Il y a vraiment un accompagnement qu'on n'a pas forcément eu et j'y travaille parce que je veux vraiment encourager les jeunes générations à avoir cette vision-là pour, euh, pour être heureux, pour être passionnés même après l'arrêt de leur carrière. Parce que la vie après, elle continue, quoi. Et puis, elle va durer plus longtemps que la vie sportive, hein, globalement, normalement. Voilà, on va donc dans cette autre vie, il faut quand même trouver, il faut s'éclater. Parce que si tu subis un truc que tu n'as pas envie de faire, mais laisse tomber, quoi. C'est la dépression, c'est là, c'est l'enfer. Tu sombres. Alors que si tu choisis, si tu te fais confiance, si tu te fais accompagner, il y a vraiment plein de dispositifs aujourd'hui, tu peux vraiment t'éclater après. Alors, avant de te taquiner un peu, tu parles des dispositifs. Où est-ce qu'on trouve le meilleur dispositif ou le meilleur interlocuteur? La dernière fois, je parlais avec Sandra Dimbourg qui nous disait qu'effectivement, il y a beaucoup de dispositifs, qu'il faut juste parfois trouver le bon interlocuteur. Toi, tu aurais quoi comme conseil là-dessus? Alors, aujourd'hui, justement, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait foison de dispositifs, mais qu'il n'y avait pas vraiment un lieu commun où trouver les informations. Alors, pour les athlètes qui sont en carrière, c'est assez simplifié parce qu'aujourd'hui, ils développent notamment un outil, là, je ne peux pas trop en parler, mais en tout cas, qui va sortir et qui va aider les athlètes. C'est-à-dire que ce sera un site dédié où ils pourront aller parler de reconversion, de stages en immersion, par exemple en entreprise, de contrats d'image pour ceux qui ne veulent pas tout de suite s'intégrer. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, c'est l'Agence nationale du sport qui peut. Alors, c'est sa fédération, quand on est en fédération, quand on est en équipe de France, normalement, le premier interlocuteur, c'est le responsable du suivi socio-professionnel des athlètes. Si celui-là est défaillant ou inexistant pour diverses raisons, parce que la Fédé n'a pas les moyens, parce que la personne, elle fait ça en plus d'autres missions, bah là, en fait, il faut passer soit par le ministère des Sports, ou alors maintenant, c'est l'Agence nationale du sport qui gère en fait tous ces contrats, qui est capable de donner de l'information aux athlètes et aux entreprises, parce que moi, ce que j'ai défendu aussi, c'est la cause des entreprises en disant, vous êtes bien mignons tous, mais expliquez-leur ce que c'est un sportif de haut niveau, expliquez-leur quelles sont les contraintes, quels sont les plus, enfin, expliquez-leur, parce que eux, dans leur monde à eux, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas différencier un sportif qui fait de la compétition à bon niveau d'un sportif de haut niveau. C'est quoi? Quels sont les critères? Et quelles sont les opportunités à saisir pour pouvoir les intégrer? Et autant ça va être un peu plus facile pour un groupe, pour une entreprise de bonne taille, voire une belle PME, pour une plus petite entreprise, il y a quelques contraintes quand même non négligeables. Et du coup, si on veut que ça fonctionne aussi avec elles, il faut, je pense, davantage les aider et les accompagner. Parce que il y a moins de personnel et du coup, ils ont besoin vraiment de quelqu'un pour les aider. Donc, pour les athlètes, effectivement, pour répondre à la question, pour moi, c'est d'abord le responsable du suivi socio-professionnel de sa fédération. Et si ça ne marche pas, il faut appeler quelqu'un de. Alors, il y a donc l'Agence nationale du sport, donc ça, effectivement, c'est au niveau national. Mais après, il y a toutes les maisons de la performance, les maisons régionales de la performance qui, elles, donc, sont normalement présentes dans toutes les régions de France et qui sont en capacité de répondre à un athlète qui tape à leur porte. En fonction de là où il est, on va dire, dans quelle liste il est aujourd'hui au sein de sa fédé, on peut lui dire bah, tu as le droit à ça, ça, ça ou ça, ou alors tu dépends du droit commun et tu n'as pas les mêmes aménagements. Et ça, c'est pour les sportifs de haut niveau, voire pour les sportifs de sport olympique, ou c'est pour tous les sportifs? Je prends un aventurier qui fait du sport à haute dose, du sport de haut niveau, mais qui remplit pas forcément les critères pour être un sportif de haut niveau, voire un sport olympique. Est-ce qu'il aura le droit aussi? Enfin, j'ai dit un aventurier, ça peut être une aventurière, Alors, d'ailleurs. oui, tout à fait. Bah, si tu veux, à partir du moment où tu fais partie d'une fédération qui dispose de listes de sportifs de haut niveau, donc c'est plutôt en général effectivement
des Olympiens, mais pour moi, pas que. Mais là, pour le coup, il faut mieux se renseigner auprès des maisons régionales du sport, hein, qui vont être en capacité de répondre à ces questions-là. Parce qu'il y a des vrais spécialistes qui, effectivement, peuvent accompagner. Aujourd'hui, l'APEC aussi aide et accompagne de nombreux sportifs de haut niveau parce qu'ils estiment qu'un sportif de haut niveau, c'est l'équivalent d'un cadre. C'est-à-dire qu'il est en capacité de développer des compétences niveau cadre et donc on les accompagne. Et encore plus, bien sûr, aujourd'hui, avec les JOP de 2024. C'est tout à fait logique et j'espère que ça va perdurer. C'est-à-dire que là, quand on parle souvent d'héritage, pour moi, tout ça, ça ne doit pas s'arrêter. C'est une étape pour que ça continue à se développer. Et du coup, pour qu'on soit tous et toutes plus performants, que ce soit les sportifs de haut niveau ou les entreprises. C'est tout ce qu'on souhaite et qu'on soit aussi très performant dans l'inclusion, les femmes, les handicapés ou autres, qui sont aussi les valeurs de l'olympisme. Allez, je te taquine un petit peu parce que tu avais effectivement ce double projet professionnel et sportif. Tu as gagné beaucoup de choses, tu as fait 2 médailles olympiques. Donc pourquoi tu continues à travailler? Tu dois être blindé en fait, parce que quand on est sportif olympique et qu'on fait des médailles, on gagne beaucoup d'argent, non? Non, en fait. C'est ça le truc. C'est que quand tu as la chance de gagner une médaille, alors écoute, je crois que de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais à l'époque, donc en 2000, on était encore en francs. Et la médaille d'argent, ça devait être. Combien c'était? 20 000 francs, enfin quelque chose comme ça. Enfin, t'imagines, tu as bossé toute ta life pour une médaille au jeu, tu ne gagnes pas des millions, quoi. Tu gagnes quelques pécadilles ici, c'est vrai, quand tu gagnes des compétitions internationales, tu gagnes un peu d'argent, mais enfin, honnêtement, c'est pas 100 000 euros, quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Je crois que la médaille de bronze, et ça, c'est la médaille de bronze des Jeux de Londres, alors là, c'est plus récent, donc je m'en rappelle, c'était 13 000 euros. 13 000 euros. Voilà. Bon. Et parce qu'il y a eu une période où ce n'était pas imposable, et puis après, moi, au moment des Jeux de Londres, ça l'était. Donc, du coup, comme je travaillais, ça m'a fait changer de tranche. Alors qu'en réalité, c'était un one-shot, et qu'après, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus normal. Donc, si tu veux, j'aurais pu, si j'avais choisi peut-être un autre chemin, en vivre autrement, mais non, les 3 quarts, et encore je suis gentille, je pense que c'est même plus que ça, on est plutôt autour de 80% des athlètes, ils vivent pas comme des rois, quoi. Faut voir, il y en a qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc non. Et puis en plus, il y a des sports très exigeants. Tu sais, tu as le décathlon, le pentathlon. Alors le décathlon, bien sûr, Kevin Meyer, c'est pas le même sujet. Mais je veux dire, pour les autres qui sont moins médiatisés, c'est pas, enfin, ils vivent pas de la même manière. Le pentathlon moderne, c'est pareil, hein, il y a 5 sports différents à pratiquer, donc c'est quand même très intensif. Le triathlon, c'est 3 sports, c'est pareil, c'est intensif, il faut s'entraîner tout le temps. Compliqué, hein, de bosser à côté et de faire. Enfin, donc, c'est juste pour dire que non, je pense qu'il faut, à part quelques sportifs et sportives et quelques sports où ils gagnent vraiment leur vie, mais la majorité, c'est pas le cas. On n'est pas, non, on n'est pas blindé et je suis obligée de travailler jusqu'à, selon les derniers calculs, 67 ans pour pouvoir avoir ma retraite. Et encore, moi, j'ai eu la chance, justement, avec mon double projet, de cotiser. Tous les autres qui n'ont fait que ça, qui n'ont pas cotisé, c'est compliqué, sauf depuis 2012, où il y a eu un petit aménagement. Enfin, un aménagement quand même qui a aidé beaucoup de sportifs. Mais honnêtement, avant, tu cotises pas, tu n'as pas de retraite, quoi. Alors que tu t'es quand même donné, comme pour un métier, et tu n'as pas gagné des 1000 et des 100, et après tu te retrouves et tu dis, ça va être chaud quand même. Ça va être compliqué. Non, mais tu l'auras bien compris, hein, je te taquinais. Effectivement, il faut sortir de cette image du sportif ou de la sportive qui est blindé, qui vit de sa passion et puis qui s'éclate et puis qui attend les pieds au bord de l'eau dans la piscine que les bifetons tombent. Ce n'est pas ça, être sportif ou sportive de haut niveau. Absolument pas. Tu l'as dit, il y en a peut-être quelques-uns qui arrivent à bien en vivre, et encore, ils en vivent bien
parce qu'ils sont dans le haut du panier, parce que ça fait des années, voire des décennies qu'ils s'entraînent, et parce qu'ils continuent à performer, et parce qu'ils ont développé d'autres talents. On prend un Teddy Riner, on prend voilà, le nom m'échappe, mais bon, voilà, on prend des grands sportifs français qui sont très connus et même mondialement. Ils ont aussi développé des contrats d'image, ils ont aussi travaillé sur leur image, sur leur capacité à communiquer et autres. Oui, et il faut savoir, je rajoute juste un truc, c'est que dans certains sports, physiquement, tu te fais quand même du mal, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de l'argent, certes, mais ton corps, dans certains sports, il en prend quand même méchamment un coup. Et je peux te dire que tu vieillis pas de la même manière que les autres aussi. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis, juste pour compléter, tout à l'heure, tu parlais de la médaille de bronze aux Jeux de Londres qui t'a rapporté, entre guillemets, 13 000 euros, et en plus, avant impôt. Faut pas oublier aussi, comme tu l'as dit, tout le travail qui a été fait avant et tout l'investissement que tu as fait avant, entre les coachs, les préparateurs mentaux. Alors, à l'époque, ça se faisait peut-être pas tant que ça, mais il y en avait qui travaillaient déjà avec des prépas mentales, des kinés, des ostéos, des nutritionnistes. Enfin voilà, il y avait quand même tout un investissement financier déjà avant pour financer ta saison et pour t'amener à faire cette médaille. Donc finalement, quand tu touches 13 000 euros, déjà tu rembourses tes dettes et puis après tu payes une coupe de champagne, quoi. C'est un peu ça. Et puis bon, on est quand même aidé quand même en carrière par nos fédérations avec quand même des aides pour justement payer les kinés, les préparateurs. Bon, on a quelques aides, mais c'est en fait, entre guillemets, tu engages une dépense et tu rembourses la dépense. Donc, tu ne gagnes pas ta vie là. Enfin, c'est juste que pour continuer à être performant ou performante, tu fais appel à du personnel extérieur, à des gens de l'extérieur pour pouvoir continuer à rester en haut, quoi. Tout à fait. Et continuer à représenter ton pays. Delphine, on se dirige tout doucement vers la fin de cet épisode. Il y a toujours une question que j'aime poser à mes invités et qui est parfois un peu déroutante parce qu'ils ne s'attendent pas à l'avoir de cette manière-là. Si toi, Delphine, maintenant, tu as dit ton âge, à 50 ans, tu pouvais rencontrer la Delphine qui avait 9 ans, qui découvre la chasse avec son papa, qu'est-ce que tu crois que la Delphine de 9 ans te dirait et penserait de toi en te voyant maintenant et en voyant la carrière de ces 41 dernières années? Je pense qu'elle aurait des étoiles dans les yeux parce que c'est vrai, pour avoir déjà été en contact avec des jeunes enfants, ne serait-ce que mon propre fils, hein, ça les fait rêver. En fait, c'est ça. On vend du rêve. Et en fait, quand on est petit, on rêve de ça, en fait. Souvent, peu importe dans quel milieu, hein, ça peut être même le milieu culturel, peu importe. Mais en fait, on a besoin de s'identifier à des icônes. Et du coup, je pense que je me serais posé plein de questions et ça m'aurait donné envie de continuer. Voilà, ça m'aurait motivée. Dans ce podcast, j'ai interviewé des sportifs de haut niveau, des sportifs de haut niveau, d'anciens sportifs et sportives de haut niveau. J'espère que justement tes paroles pourront permettre de motiver certains ou certaines jeunes qui pourraient nous écouter. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas justement à venir nous en dire un petit peu plus sur les réseaux, savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, de l'échange que j'ai pu avoir avec Delphine. Delphine, je crois qu'on a bien fait le tour là. Bon, écoute, a priori, on y est bien. Ce que je te propose, c'est peut-être de nous rappeler où est-ce qu'on peut éventuellement échanger avec toi, sur quel réseau on peut te retrouver si on veut suivre tes prochains championnats de France ou championnats du monde. Est-ce que tu irais au championnat du monde, tiens, si tu te qualifiais? Ouais, alors là, il faudrait quand même que je reparte en équipe. Et pour être en équipe de France, il y a des critères à respecter. Mais il faudrait pas que je travaille autant que je travaille là aujourd'hui. Donc, si tu veux, si toutes les conditions étaient réunies, oui. Oui, puis je serais ravie de revoir toutes les copines du tir de l'international. Donc, sinon, moi, je suis surtout sur LinkedIn, plutôt réseau professionnel du coup. Et puis, j'aime bien partager des choses autour à la fois du sport de haut niveau et de tout ce qui est lié au handicap. J'aime, parce que je trouve que c'est vraiment porteur et que ça véhicule que des choses, pour moi, des choses positives. Ah, tiens, et comme tu le dis, que tu es sur LinkedIn, un petit truc pour les jeunes, pour ceux qui voudraient s'identifier ou qui voudraient rentrer en contact avec les sportives et les sportifs olympiens, il y a un petit truc sur LinkedIn, vous cherchez Oli. O-L-Y, ceux qui ont été aux Jeux Olympiques en général le précisent dans leur nom ou dans leur titre avec cet acronyme OLI, n'est-ce pas? Oui, et en plus, on ne peut pas le mettre n'importe comment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on demande l'autorisation au CIO. Donc, c'est-à-dire que le OLI, on ne peut pas le mettre comme ça, hein. On demande d'abord, le CIO vérifie qu'on ait bien été olympien ou olympienne, et une fois qu'on a l'accord du CIO, on peut l'utiliser.
Donc, c'est clair que normalement, quand on tape au lit, on est vraiment face à des Olympiens et des Olympiens. Eh ben écoute, merci en tout cas pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci pour ces précisions. Merci de ne pas avoir été avare de ton histoire et de tous ces conseils. Et puis, comme je le disais, je renvoie celles et ceux qui voudront en savoir plus vers tes réseaux sociaux, notamment vers LinkedIn. Et de toute façon, moi, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Chaque athlète, même ceux qui ne sont plus au plus haut niveau, qui sont entre guillemets retraités, ont une histoire unique et j'espère que vous avez apprécié celle de Delphine Racinet que vous venez d'entendre. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Delphine et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!